Bonjour Éric Coquerel, bienvenue. Vous êtes élu de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis, membre du Nouveau Front Populaire et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Le gouvernement reste donc en place, la censure n'a pas été votée. Elle n'a pas été votée par vos partenaires du PS. Question simple, est-ce qu'ils sont toujours vos partenaires ? Alors déjà, je vais répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, mais je pars du point positif d'hier. Le point positif d'hier, c'est que la quasi-totalité des groupes insoumis, communistes, ultramarins, écologistes ont voté la motion de censure. Je dis ça parce que vous savez que la semaine d'avant, on disait que les insoumis étaient isolés. Bon, c'est pas nous qui sommes isolés. Et en plus, il y a même 8 socialistes qui l'ont voté. Ça, c'est le côté positif, y compris pour l'avenir, parce que ça veut dire que au moins sur 3 des 4 formations du NFP, le NFP continue. Voilà. Alors maintenant, je vais vous répondre à votre question. C'est évidemment, je vais pas laisser penser que, c'est le fait que le Parti socialiste ne vote pas cette motion est effectivement problématique. Et à plusieurs titres. Premier problème, et c'est valable d'ailleurs pour tous les opposants qui n'ont pas voté cette motion. Cette motion de censure, c'était une motion de censure qui remplaçait le vote de confiance. C'est-à-dire, normalement, vous savez que dans la Ve République, dans toute démocratie, un Premier ministre demande la confiance à l'Assemblée pour savoir s'il l'a, et puis pour connaître le périmètre de sa majorité. Donc on peut dire qu'à ce stade, au moment où on se parle, moi j'estime que ceux qui n'ont pas voté la motion de censure sont de fait dans une majorité sans participation au gouvernement. C'est pas systématique, c'est pas obligatoire. Non. Mais effectivement, il y a une forme de tradition. Voilà, une forme de tradition. Donc j'estime qu'ils sont, et d'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne d'Olivier Faure il y a quelques semaines de ça, au moment de la discussion sous Michel Barnier, il parle lui du Rassemblement national à ce moment-là. Il dit que quelqu'un qui ne vote pas la censure, de fait, est dans la majorité. Donc ça s'adresse à lui. Bon, donc ça, c'est évidemment, si ça se pérennise, parce qu'on va en parler, mais il y a un coup de rattrapage qui est le budget. C'est un changement d'alliance considérable. Donc vous ne considérez plus ce matin qu'ils sont vos partenaires. Pardon, je reviens à ma question. À ce stade, là, au moment où on se parle, non, ça c'est clair. De toute façon, vous avez vous-même mis en avant le discours très offensif d'Olivier Faure et qui m'inquiète parce qu'en plus de ça, non seulement il ne fait pas de sa motion de censure on va voir ce qui se passe, mais quasiment on a l'impression d'un accord sur le contenu, y compris sur le budget. Donc, je ne sais pas très bien comment ils changent d'avis d'ici le budget. Mais alors, justement, sur le contenu, si on se met de la place des électeurs de gauche, ils ont obtenu quelque chose. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il n'y aura pas la suppression des 4000 postes d'enseignants. C'est quand même très important dans la période. Pas non plus d'augmentation des jours de carence pour les fonctionnaires. Je parle pas des retraites puisque ça commence aujourd'hui. Les discussions commencent à peine. On ne sait pas comment ça va atterrir. Mais rien que ça, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ? Voilà, vous avez bien fait parce qu'il y a une lettre de 2 pages du Premier ministre au Parti socialiste qui sert de prétexte au vote de la non-censure. Et vous avez bien fait, vous êtes arrêté sur les 2 mesures. Effectivement, vous avez raison, qu'il lâche pour essayer de ne pas avoir la censure. Mais c'est pas rien, ça, ces mesures. Attendez, je vais y venir. Mais comme il en met plein d'autres qui sont en réalité ce qui avait déjà été gagné au moment où Michel Barnier est censuré, je suis heureux que vous êtes lucide et que vous n'en retenez que 2. Oui, mais il ne dit pas autre chose. C'est que, alors d'accord, on a donc admettons que les 4000 postes d'enseignants soient vraiment 4000 postes créés bruts. Je dis ça parce que je vais rentrer juste dans les détails, mais vous savez qu'il y a eu des reports de crédits annulés. Oui, bien sûr. Que le ministère de l'Éducation en a été très victime de manière la plus importante, et que je me demande combien de contractuels ont sauté dans l'affaire. Moi, je vais regarder un peu le différentiel. Mais admettons, il y a les 4000 postes d'enseignants, admettons, c'est 150 millions d'euros. D'accord ? Les jours de carence, c'est une certaine importance. Par contre, ce que la lettre ne dit pas, c'est que vous avez 10 milliards de plus de baisse de dépenses publiques que le gouvernement Barnier qui sera imposé par ce gouvernement. Autrement dit, en échange d'une mesure qui coûte 150 millions d'euros, des jours de carence, il y a 10 milliards de plus de baisse de dépenses publiques. Donc on ne peut pas vraiment dire chacun juge ce qu'il veut, mais ça ne va pas dans le sens du programme du NFP qui vont s'ajouter. Donc vous me permettrez de dire toujours qu'en réalité, ce budget qui va nous être présenté, c'est le budget Barnier Empire. Enfin, vu du côté du NFP en tout cas. Donc non, je ne trouve pas qu'il y ait suffisamment de choses dans la lettre et dans ce qu'il est obligé de céder pour justifier de ne pas le censurer. Claire. Mais la non-censure hier ne vaut pas non-censure pour le budget lorsqu'il arrivera devant le Parlement. Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a une séance de rattrapage. Plus de détails sur les 10 milliards de dépenses, enfin, on l'espère. Ouais, enfin, on les a quand même à peu près. C'est-à-dire, on les a quand même. À 50%, c'est l'État et ses opérateurs.
et puis après les 2 autres se répartissent sur la Sécu et les collectivités territoriales. Donc on l'a cet élément. Bien. Non, vous avez raison. Moi, j'espère qu'il va y avoir un sursaut. C'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir des phrases définitives. Là, j'ai bien laissé la porte ouverte. Stade. Oui. Bon, j'espère bien que les socialistes, ou au moins suffisamment de socialistes, parce que hier, je trouve très encourageant qu'il y en ait 8 quand même. Il y avait une grosse pression. Qu'il y en ait 8 qui votent la motion de censure. Et il suffit qu'il y en ait, un tiers du groupe socialiste qui, au moment du budget, vote la motion de censure pour que le gouvernement tombe. Donc j'espère que ça sera le cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça, derrière votre colère ou de votre ressentiment vis-à-vis du Parti socialiste? Est-ce que dès le départ, avec cet accord pour faire le nouveau Front populaire, qui était une alliance électorale, il n'y avait pas aussi énormément de vide sur le plan des idées en commun à défendre, quoi qu'il en coûte, dans une structure et dans une posture d'opposition? Non, j'accepte dans ces cas-là le rôle de naïf, si vous voulez bien, c'est-à-dire de celui qui a cru. Mais non. Moi, ce que j'expertisais, et d'ailleurs c'est ce qui a gagné, il y a manifestement de ce qu'on sait des débats internes au groupe, je savais que certains étaient venus au NFP par pur opportunisme. Je pense à François Hollande, je pense à certains autres qui leur a permis d'être élus, mais qu'ils n'étaient pas convaincus par le programme. Mais je pensais au moins que Olivier Faure et la majorité du Parti socialiste, eux, l'étaient. Bon. Moi, ce que je donc l'argument sur l'opposition constructive, vous ne l'achetez pas? L'idée qu'on puisse être dans l'opposition et en même temps faire des concessions ou des compromis. Là, si vous voulez, le problème, c'est pas une opposition constructive. C'est que nous laissons passer un gouvernement qui est minoritaire sur un programme qui a été rejeté par les Français et qui est contraire à ce que nous présentons. C'est quand même beaucoup. Si vous voulez, moi, je prends au sérieux le fait que quand on se présente devant les électeurs, on le présente au nom d'un programme. Mais alors pourquoi, Éric Coquerel, pourquoi, selon vous, les socialistes ont-ils fait ça? Je pense qu'il y a 2 raisons. D'abord, il y a une très grosse pression plus forte qui s'est faite, à mon avis, notamment sous l'égide de François Hollande, de ceux qui, en réalité, depuis le début, ne souhaitaient pas que le NFP se prolonge, c'est-à-dire l'unité de la gauche sur un programme de rupture. Enfin, il a quand même voté la censure, François Hollande. C'est pour un ancien président de la République. Il était obligé tactiquement de le faire, mais je pense qu'il n'a jamais été convaincu de ça. Voilà, je vous le dis. Après, chacun peut juger. Donc déjà, je pense que dans le Parti socialiste, il y a quelque chose qui est monté. Deuxièmement, il y a le congrès du Parti socialiste, et je pense qu'Olivier Faure et pense que pour préserver sa place, il lui faut chevaucher en réalité les idées de ses opposants pour aller vite. Et puis troisième élément, peut-être qu'il y a les démons du passé qui les rattrapent, c'est-à-dire d'un parti socialiste qui en réalité ne veut pas tant rompre que ça. Mais ce que je crois, par contre, moi je vois la réaction à la base. Je vois le secrétaire départemental, par exemple, de Seine-Saint-Denis, c'est pas rien pour le Parti socialiste. Ils ont plusieurs mairies qui est vent debout contre cette censure. Autrement dit, j'espère que d'ici le vote du budget, la pression viendra d'en bas pour la pression va venir d'en bas pour faire en sorte qu'il change d'avis, quoi. Éric Coquerel, dans un peu plus de 2 heures maintenant, les discussions autour de la réforme des retraites rouvrent. La patronne de la CFDT dit bon, c'est une avancée qu'on puisse se remettre tous autour de la table, etc. Est-ce que, comme Matignon, vous êtes confiant sur le fait que patronat et syndicats puissent s'entendre sur une réforme dans les 3 mois? Écoutez, je vais être très clair. Je pense que cette histoire, c'est un outil pour à la fois ne pas abroger la réforme Borne et pour éviter la censure. Voilà, c'est à ça que ça sert. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas déboucher, ou en tout cas ça ne peut pas déboucher sur une réforme qui serait meilleure que la réforme de Mme Borne. C'est que le Premier ministre a mis 2 conditions. Il continue dans son courrier à mettre une condition qui est un accord politique et un équilibre financier global. Et la deuxième, donc c'est la condition. Et l'équilibre financier, moi je pense que c'est pas pour rien que mardi, il a sorti une bombe, c'est-à-dire l'idée que le déficit c'était plus 6 milliards comme sur lequel aujourd'hui travaillaient les gouvernements précédents et ceux qui ont fait la réforme, ce que dit le corps, c'est-à-dire le comité d'orientation des retraites, mais 55 milliards. Bon, alors parce qu'il inclut les retraites publiques. Alors ce qui est pas correct, parce que si vous voulez, il inclut. En fait, l'État employeur vis-à-vis de ses fonctionnaires a un traitement spécifique de cette retraite pour la bonne raison, c'est que structurellement, parce qu'il y a eu moins d'embauches qui permettent justement par les cotisations de permettre les retraites, parce qu'il y a aussi un problème où les revenus des fonctionnaires, il y a beaucoup de primes qui ne jouent pas sur les cotisations. Donc du coup, structurellement, il est obligé de mettre la main à la pâte de manière beaucoup plus importante, en gros, qu'un autre employeur, pour équilibrer la régime des fonctionnaires. Et donc, il additionne ça, et il dit, au nom de ça, le régime général est en déficit de 55 milliards. Oui, mais leur demande de trouver 15 milliards, pas 55. Non, mais, ok, mais là, il a lancé ça. Bon, c'est évident que c'est pas la même chose
Mais est-ce que c'est pas un gain? Est-ce que c'est pas un gain, Monsieur Coquerel? Non, parce qu'on est très technique. Je voudrais qu'on. Mais moi, vous qu'on savez, reste je crois sur que les Français ils comprennent qu'on est. Non, mais pardonnez-moi, j'ai pas dit que les Français ne comprenaient pas. J'essaye toujours de donner des arguments qui sont rationnels. Mais je sais, et c'est pour ça que vous êtes ici, notamment. Est-ce que vous pensez que ça peut être un pas tout de même, puisque les Français, vous les citez, ils ont été des millions à dire non à cette retraite. D'accord. Certains ont voté pour vous. Est-ce que c'est un pas vers une réforme possible? Je reviens à la question qui était posée. Je pense que soit il y aura une réforme qui débouchera et elle sera plus mauvaise que la réforme Borne. Par exemple, la réforme à points, dont on sait que la CFDT est pour, ça peut être un danger. C'est-à-dire, on peut se retrouver avec un conclave. Au bout d'un moment, la CGT, la FSU, voire Force ouvrière en sortent. Et puis, ils continuent à discuter entre ceux qui sont éventuellement pour une réforme par points, dont on sait que c'est en réalité la fin de la retraite par répartition, parce qu'elle inclut une variabilité. Vous ne saurez jamais à combien vous sortirez avec votre retraite et à quel âge vous pourrez sortir. Donc, soit c'est ça, soit, je crois, plus vraisemblablement, vous verrez, ça va faire flop. Il n'y aura rien. Et donc, la réforme Borne continuera. Mais alors, il a dit deux choses. Il a organisé ce conclave ce matin, mais il a aussi demandé à la Cour des comptes de se pencher sur les retraites. Est-ce que vous êtes président de la Commission des finances à l'Assemblée, est-ce que vous reconnaîtrez, vous, les chiffres donnés par la Cour des comptes? Ça dépend sur quelle base il se situe. Ça dépend ce qui est fait. Je veux dire, la Cour des comptes, c'est une institution honorable et sérieuse. Voilà, mais elle peut aussi, à un moment donné, je vais être clair, elle peut aussi avoir un angle idéologique par rapport à ce qui est donné. Donc, pour moi, il y avait déjà un travail qui était fait. Il y a plein d'économistes qui ont travaillé. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ce que dit le comité d'orientation des retraites sur le régime général, pour l'instant, est pris au sérieux dans toutes les estimations. Je ne sais pas très bien pourquoi on a besoin d'aller chercher tout d'un coup. Juste tout dernière réaction, pour augmenter la note du déficit et dire attention, on ne peut pas réformer, par exemple, comme nous on le propose, uniquement en augmentant très légèrement les cotisations pendant 7 ans. Justement, très rapidement, s'il vous plaît, réaction Oui. à l'instant, Monsieur Lombard, le ministre de l'économie, dit on ne veut pas toucher aux ménages. Hors de question qu'il paie quoi que ce soit de plus. Oui, mais ça on le sait. Non, mais vous y croyez? Mais c'est pas que j'y crois, ils peuvent pas faire autrement. Donc il ment. Non mais c'est pas ça, c'est que ça fait une semaine que je dis, je l'ai dit ici dans votre émission dominicale, c'est que le fait d'avoir repris le budget, ils ne peuvent pas toucher aux recettes. Mais donc quand il le redit ce matin, il ment selon vous? C'est pas qu'il ment, il dit quelque chose qui s'impose à lui. Il ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez, on avait parlé de taxes sur le patrimoine. Oui. Depuis une semaine, je dis, il n'y aura pas de taxe sur le patrimoine. Donc, ceux qui ont laissé penser ça pour essayer d'attirer les socialistes mentaient. 2026. Comment? Oui, d'accord. Alors, on peut ne pas 2026. croire au fait qu'il y a une taxe après. On peut ne pas croire, parce que vous avez remarqué dans la majorité, dans le socle de M. Bayrou, tout le monde dit, ah ben non, surtout pas. Et puis, en plus de ça, elle ne ferait que remplacer la taxe sur les hauts revenus, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel, d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.